Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tous Connectés et Après. C'est la première édition en présentiel. On va utiliser ce nouveau mot affreux qui nous a été imposé par la crise sanitaire. C'est la première édition donc en présentiel depuis le confinement. On a eu quelques éditions en distanciel. Qu'est-ce que c'est affreux ces mots, mais on en reparlera. Nous sommes très heureux d'avoir pu la maintenir, malgré évidemment un contexte sanitaire encore très présent, comme vous pouvez le voir sur mon visage, sur le visage de nos intervenants, sur le visage du public ici présent. Et puis, vous allez probablement, c'est aussi pour ça que nous allons devoir, contrairement à l'habitude, arrêter plus tôt que prévu, probablement vers 20h, 20h15. Voilà. Donc ceci étant dit, on va redémarrer ce cycle de rencontres avec trois auteurs qui ont réfléchi à la situation que nous vivons aujourd'hui, que nous fait vivre le numérique. Chacun, j'allais dire dans leur coin, mais non. C'est Yael Benayoun et Irénée Regnault. Donc Yael Benayoun est derrière moi, Irénée Regnault est de l'autre côté. Vous êtes auteur de Technologie partout, démocratie nulle part. Donc c'est un essai, on peut dire ça comme ça, sur la place du numérique et sur la manière dont on pourrait reprendre les commandes dans le numérique. C'est extrêmement documenté. Il y a beaucoup d'exemples. On y retrouve énormément de situations que nous vivons tous au quotidien. Et c'est pourquoi je pense que ce qu'ils vont nous dire ce soir va être extrêmement intéressant. Nous allons croiser le regard également avec Samuel Nowakowski, qui est au centre, qui est co-auteur, lui, de Demain est-il ailleurs ? Alors, dans ce titre qui nous emmène évidemment dans un futur plus prospectif. Donc là, on est plus dans un livre de philosophie, mais qui traite aussi sur la transition et la manière dont le numérique s'intègre dans nos vies, s'impose et dans la manière dont on gère ce numérique. Donc voilà, ce soir, ça va être une rencontre assez philosophique, assez sur des thèmes transverses. Et comme d'habitude, nous comptons sur notre public pour participer et poser des questions. Voilà, le tout dans le respect, bien sûr, des gestes barrières qui nous sont... qui s'imposent à tous. Et moi, je vais régler ce problème de masque. Je ne sais pas encore comment. Mais je voulais vous passer la parole d'abord avec une première question générique sur comment on en arrive à faire un livre de réflexion, de distanciation par rapport aux technologies. Parce que finalement, donc, ces deux livres, Technologie partout, démocratie nulle part, et Demain est-il ailleurs, vous traitez globalement du même sujet, mais alors pas du tout de la même manière. Donc, qui est-ce qui veut partir un petit peu du point de départ ? Qui est-ce qui veut commencer ? Allez, Samuel, vas-y. Je suis tout seul, donc j'y vais. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment on en vient à faire un livre sur ces questions-là ? C'est déjà une longue histoire, c'est-à-dire qu'on est deux auteurs. Je partage l'affiche avec Bruno Cohen, qui est mon compère sur cette affaire et pour d'autres actions. Et en fait, il y a un sous-titre à ce livre, c'est Demain est-il ailleurs, et c'est une odyssée urbaine autour de la transition numérique. Et on en vient à cette analyse-là, c'est qu'on a toute une histoire autour des questions qui ont émergé dans les réflexions qu'on a menées autour de l'humanisme numérique, des humanités numériques, et de la relation que l'humain entretient avec les outils numériques. Et ça, c'est une vieille histoire qui remonte à bien longtemps, mais qui est quand même assez ancienne sur Nancy, avec tout un tas d'ateliers qui ont été montés. Et on a travaillé depuis longtemps sur ces questions-là. Et à un moment donné, Bruno et moi, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on aborde à hauteur d'homme la question du numérique.
L'idée n'était pas de faire un énième livre sur la question du numérique. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la question. C'était plutôt, on est dans une ville qui a une particularité, c'est à Nancy. Donc cette odyssée urbaine, c'est à Nancy. Donc c'est une ville jumelle et voisine. Et la question qu'on s'est posée, c'est toutes ces questions numériques, humanité numérique, est-ce qu'on va l'aborder du point de vue de l'expert? On peut considérer qu'on est un petit peu expert dans l'affaire. Ou est-ce que on va renverser le problème, est-ce que ce n'est pas l'affaire de tous? Est-ce que ce n'est pas une question que chacun d'entre nous, dans son quotidien, dans son métier, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, n'est pas en train, à un moment donné, au regard des questions qui se posent, au regard des enjeux, au regard des contraintes, au regard de ce qui vient perturber son quotidien, est-ce que ce n'est pas justement au contact de ces gens-là qu'on va pouvoir essayer de remettre du fond et essayer de décoder ce que chacun, dans son quotidien, va pouvoir faire? Voilà, alors effectivement, c'est ça qui est formidable dans votre livre, c'est que les gens qui s'expriment ne sont pas des spécialistes du numérique. Ce sont parfois même des gens qui sont pas à l'aise avec des ordinateurs, etc. Et pour autant, ils sont pris dans ce bain qui nous concerne tous et que Yael et René, vous décrivez comme étant hors de portée, en tout cas hors de maîtrise, ou en tout cas hors de contrôle. Je vais vous laisser choisir les termes que vous préférez. Donc, vous êtes arrivé à quelle conclusion? Vous vous êtes dit, il faut faire le point sur ce qui se passe, ou est-ce que vous vous êtes dit, il faut trouver une manière de reprendre le contrôle? Parce que votre livre est un peu... d'abord, il fait le point sur, on va dire, les 2/3, puis après, il propose des solutions. Mais je trouve que la partie bilan, elle fait froid dans le dos un peu. Donc, si vous voulez bien... oui, Yael. Peut-être je commence et puis comme ça, Irénée, tu pourras compléter. Je pense peut-être ce qui est juste important pour comprendre notre point de départ, c'est que donc le livre ne parle pas de rien et peut-être que Irénée, tu reviendras sur Mais où va le web, mais j'allais dire au départ, avant ça, on a monté quand même l'association Le Mouton Numérique il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et en fait, le point de départ de l'association, donc c'est une association technocritique qui en fait a pour objectif d'amener dans le débat public justement c'est un regard ou un certain recul critique en posant les enjeux sociaux, environnementaux et politiques du numérique et des nouvelles technologies. Donc comment on en est venu là, parce que c'est aussi comme ça qu'on comprend en vrai comment on en est venu de l'association au livre et peut-être comment du bilan, comme vous le disiez, aux pistes et aux solutions. En fait, le constat, c'était qu'il y a 3 ans, le débat public quand même sur ces questions-là était très pauvre, c'est-à-dire qu'il y avait, mais un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire on parle beaucoup du numérique, ça sature en fait l'espace médiatique, on en parle tout le temps. Mais à l'époque, c'était d'ailleurs encore plus fracturé, puisque vous aviez d'un côté des espaces très, comment on peut dire, business, enfin, où on vendait des solutions technologiques, mais il n'y avait aucun recul dessus. Il y avait aussi pour le coup, des événements très très grand public, où là, il y avait 10 intervenants qui intervenaient sur une question hyper large, du genre l'intelligence artificielle va-t-elle sauver le monde? Bref. Et sinon, il y avait des endroits qui, pour le coup, étaient un peu plus intéressants, mais très militants et en huis clos, et du coup peu accessibles au grand public. Donc nous, c'est un peu là où on se positionnait, en essayant de penser un format un peu hybride et accessible pour faire entrer ces questions-là au grand public. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en 3 ans, donc c'est quand même un temps relativement court, il y a eu une maturité en fait du débat public et notamment de la manière dont on questionnait ces questions-là, et qui faisait que des discours qu'on pouvait tenir il y a 3 ans et qui étaient difficilement entendable, c'est-à-dire déjà qu'une technocritique n'est pas forcément technophobie, en fait, par exemple, tout le numérique et politique, je pense qu'on y reviendra un peu plus précisément. Voilà, c'est des choses qu'il faut se poser, qu'il faut avoir des débats démocratiques, engager le citoyen sur ces questions-là. Et en fait, en 3 ans, maintenant, c'est presque devenu un discours mainstream qu'on entend partout, que tout le monde dit, mais qui n'est jamais vraiment développé. Et je poursuis, c'est exactement ça. En fait, le point d'arrivée, c'est maintenant, on sait que le numérique est une question politique, que les technologies sont des questions politiques, et tout le monde étant, ou presque beaucoup de gens, disons, étant arrivés à ce point-là, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme politique? De quoi on discute? Est-ce qu'on discute de justice, de pouvoir, de répartition des richesses, de mouvements sociaux qui émergent, etc. Donc on a voulu saisir la balle au bond de la politisation de la question technique et la remettre et de répondre enfin à la question. Mais concrètement, si on remet
la chose numérique dans l'espace public, politiquement, même jusqu'à l'espace démocratique, puisque c'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que ça donne? Et du coup, on rejoint un peu Samuel avec notre sous-titre qui est plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Donc on est parti de cette politisation, on est parti beaucoup des mouvements sociaux, des mouvements critiques, et on s'est dit, il y a des gens qui se sont rendus compte de quelque chose. Maintenant, comment on transforme? Quelle est la courroie de transmission institutionnelle, associative, citoyenne dans l'ensemble, qui fait que les problèmes détectés sont posés, donnent lieu à des solutions qui sont effectives, qui donnent lieu à des changements. Voilà. Alors, on va quand même parler un petit peu des problèmes parce que les deux livres sont constellés finalement de problèmes auxquels on est confronté, mais qu'on ne verbalise pas toujours, qu'on ne voit pas toujours comme des problèmes. Il faut qu'on nous explique que finalement c'est un problème et puis on se dit ah bah oui, comment c'est possible que je participe à ce truc, et on va revenir là-dessus. Mais juste pour préciser, parce que je sais que donc Samuel et Bruno Cohen sont dans ce courant de pensée qui est l'humanisme numérique. Hein. Samuel, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce que vous êtes dans ce courant de pensée-là qui consiste effectivement à remettre de l'humain dans le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à s'assurer que finalement que chaque technologie non seulement répond à un besoin, mais ne crée pas plus de problèmes qu'elle résout de solutions. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, ou est-ce que finalement vous êtes plutôt dans, on va dire, l'étape d'après, qui serait une sorte de démocratisation à l'extrême de la conception technologique? Alors, réponse courte. On a beaucoup hésité quand on a lancé le mouton numérique à mettre le mot humanisme à l'intérieur du sigle qui aurait pu donner le nom de l'association. On ne l'a pas mis parce qu'on était aussi vigilant vis-à-vis de critiques de l'humanisme. Donc on ne s'est pas forcément intercalé dans l'humanisme numérique en utilisant ce mot humanisme. On a lu les travaux de Milad Douayi, on voit ce qu'il y a derrière cette notion. En revanche, l'humanisme tel que tu le définis là, c'est-à-dire remettre l'humain au centre, effectivement, ça ne veut rien dire puisqu'on ne définit jamais ce que c'est qu'un humain ni où est le centre. Mais en revanche, il sait faire attention à ce que la technologie a comme... en fait, nous, on s'est attaché aux conditions de production de la technologie. En fait, c'est ça qu'on a fait. Comment elle est faite? Par qui? En fonction de quelles idéologies? Pourquoi? Et derrière, éventuellement, avec quels impacts? Avec quel contrôle aussi. Si je peux préciser Samuel, un peu, en fait, c'est vrai que l'humanisme numérique est lié et associé beaucoup à Milad Douayi, mais nous, on s'inscrit vraiment dans quelque chose que moi, je qualifierais plus d'humanité numérique. Les humanités, au sens où on faisait des humanités depuis la Renaissance, c'est-à-dire que pourquoi faisait-on des humanités? Dans un objectif premier, c'était de comprendre finalement quel est le présent dans lequel je suis et dans quel héritage il s'inscrit et quelle est ma culture et quelle est la culture qui m'amène à être dans ce monde-ci. Et le numérique pose cette question-là de culture et de pouvoir décoder les raisons et le pourquoi du maintenant. Et ça peut nous amener à comprendre un certain nombre de choses sur le présent, mais aussi de comprendre un certain nombre de perspectives. Et donc c'est plutôt la logique des humanités numériques qui nous amène finalement à faire le point de convergence entre des questions technologiques. On ne peut pas comprendre la technologie sans avoir levé le capot et voir ce qu'il y a en dessous, mais aussi des questions qui sont de l'ordre philosophique, sociologique, et finalement on déroule toutes les sciences parce que c'est un point de convergence de tout ça, et c'est nécessaire pour pouvoir après avoir un regard critique sur ce qui se joue, et on déborde sur le politique. Mais alors effectivement, c'est un mouvement relativement récent. Le livre de Milad Douayi, il a quoi? C'est 2003, je crois, ou quelque chose comme ça. 2003 ou 2004. Un peu après, je pense, quand même. Milad Douayi est un philosophe, et c'est vrai qu'il a écrit un essai très remarqué qui s'appelle « Pour un humanisme numérique », qui lance un peu cette réflexion autour de la place du numérique et dans la manière dont ça s'articule finalement avec toutes les autres disciplines, sciences. Mais alors, donc vous dites, depuis 3 ans, le discours technocritique, ou en tout cas de distanciation par rapport au numérique, s'est construit. En fait, c'est quand même assez long. C'est vrai que 3 ans, c'est pas long, mais on a l'impression quand même que ça arrive bien tard, quand même, cette prise de conscience.
Comment est-ce qu'on l'explique ça finalement? Parce que c'est vrai que là, on voit dans votre livre que donc c'est constellé d'exemples assez criants qui montrent bien qu'il y a des prévalences, enfin des appropriations d'acteurs du numérique très importants sur des domaines essentiels de planétaires en fait, et que on se dit comment on en est arrivé là finalement. Jusqu'ici, est-ce qu'il n'y avait pas de système d'alerte avant, et pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que ça, pour le coup, est-ce que vous avez un élément de réponse ou des pistes en tout cas? Alors moi, il y a peut-être deux choses, puis après je passerai la parole à Irénée. Juste peut-être effectivement, le travail en tout cas qu'on ne fait pas, parce qu'il a déjà été fait par ailleurs, je pense notamment à des historiens comme François Jarige, en fait ces luttes ou cette prise de conscience quand même qui interroge le développement des sciences et des techniques, il est très long en fait. Il est très ancien et assez... Enfin voilà, il y a une vraie histoire derrière. Et en fait, donc nous, on s'est beaucoup plus intéressé ce qu'on appelle les technoluttes, c'est-à-dire là vraiment beaucoup plutôt récentes dans les 10 dernières années, on va dire. Avec le TechLash que vous documentez. Oui, c'est ça. Donc le TechLash, c'est tous les mouvements de contestation qui sont nés à l'intérieur des boîtes des grandes entreprises, enfin des géants du numérique. Et ben en fait, je pense que plus qu'assez tard, il y a vraiment une question de mise en visibilité de ces mobilisations-là, en fait. Et donc, ce qu'on voit, et je crois que la première, celle qu'on cite, elle doit être de 2013, contre les bus Google qui gentrifient le quartier de... C'est San Francisco? Non, c'est... oui, ça. Et en fait, c'est pas tant une question de c'est jeune ou c'est pas jeune, c'est plutôt une mise en visibilité qui fait qu'aujourd'hui, on en parle, alors qu'avant, en fait, on n'en parlait pas tellement et qu'il y en a plein qui sont passés complètement inaperçus. Et ça a contrebalancé au fait que, en fait, les boîtes restent pas passives quand il y a des contestations et qu'il y a des vraies stratégies qui sont mises en place pour faire taire ces manifestations ou ces contestations ou détourner. Et c'est tout ce qu'on explique un peu sur les questions, par exemple, dans les entreprises d'individualisation des postes de travail qui font que il y a un éclatement en fait des collectifs de travail. Du coup, ça empêche des mouvements de syndicalisation de se former, voire parfois ça va jusqu'à des licenciements massifs de grévistes ou des flicages pour vérifier ce que font les employés. Donc, en fait, il faut balancer premièrement déjà jusqu'où ces mouvements sont médiatisés, et de l'autre côté, il y a un vrai rapport de force en fait qui est en jeu. Peut-être que tu veux compléter, Irénée. Oui, juste ajouter que les contestations dont on parle, nous, ne sont pas forcément des contestations qui portent sur la technique en tant que telle. En fait, on a voulu tout simplement, et c'est l'objet du deuxième chapitre, bien montrer que le numérique, les nouvelles technologies, bon, voilà, on a pris le prisme numérique, on aurait pu parler de, je sais pas, des OGM, des technosciences en général, interrogent en transverse beaucoup de choses dans la société, des questions raciales, des questions effectivement d'invisibilisation des salariés dans les entreprises, donc le numérique dans l'entreprise, des questions écologiques. Donc typiquement, on voit beaucoup d'écoles d'ingénieurs aussi aujourd'hui qui signent des chartes, qui refusent d'aller travailler pour des grandes entreprises technologiques comme les GAFA ou Total. En fait, et ce qui nous a intéressé, c'est de voir que à la jonction de tous ces mouvements qui étaient finalement très hétérogènes, il y avait plus qu'une critique des techniques, une forme de nouvelle contestation du progrès qui arrive peut-être un peu tard, mais parce qu'on sort progressivement de l'illusion d'Internet, qui était libérateur. Voilà. Tout comme on a eu dans les années 70. En fait, non, mais c'est ça, voilà, il a fallu un peu de temps. Il a fallu peut-être Snowden et des choses comme ça pour se rendre compte que voilà, c'était pas le cloud, c'était pas un nuage, qu'il y avait des câbles sous-marins, etc. Là, on s'en est rendu compte. Ouais. Samuel. Je crois qu'il faut quand même aussi ramener les choses à leur vraie taille. C'est-à-dire, 3 ans, c'est pas long, c'est court. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler qu'en 2007, on n'avait pas d'iPhone dans notre poche. C'est il y a 13 ans. 13 ans, dans l'histoire des sciences, c'est quand même la première fois qu'on a quelque chose qui révolutionne l'intégralité de la planète en si peu de temps. J'ai donné des chiffres rapides, ils sont pas justes, mais ils donnent juste les ordres de grandeur. Pour que la voiture atteigne 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 70 ans. Pour que Pokémon Go ait 50 millions d'utilisateurs, c'est 15 jours, même moins. Donc, si vous voulez, on a une accélération.
On a des temps courts quand même dans l'histoire des sciences. On a quand même quelque chose qui change le monde en extrêmement peu de temps. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a quand même les relais qui sont au niveau de l'éducation et de la formation. Pour être enseignant à l'université, les étudiants d'il y a 5 ans ne sont pas les étudiants d'aujourd'hui. Pour toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un travail de fond qui est fait sur la sensibilisation, qui est au niveau de la formation de la jeunesse, qui n'est pas négligeable sur ces questions. Ce que tu dis, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont plus technocritiques ou technodistants, on va dire, Ouais. que les jeunes d'il y a 5 ans. Ils sont plus responsables. Je ne dis pas qu'ils sont technodistants, c'est-à-dire qu'ils ont plus conscience de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, en gros, bon, c'est un gros joujou, on fait mumuse avec. Et puis, peu importe ce qui s'y passe. Et là, aujourd'hui, les jeunes qu'on voit arriver à l'université ont un regard plus critique. Ils sont plus soucieux de leur identité numérique, ils sont plus soucieux de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont... Après, c'est là tout le paradoxe. Et là, le numérique est porteur de paradoxes depuis l'origine. Si vous relisez Fred Turner et aux sources des utopies numériques, on voit que c'est paradoxal dès le départ, entre liberté, contrôle, entre gratuité, profit. Il y a toujours ces choses-là qui traînent. Mais on a des gens qui sont quand même informés, mais ça ne les empêche pas de rester chez eux, puis de commander sur Uber Eats ou de s'abonner à Netflix, comme une bonne partie de la population. On a toujours cette ambiguïté-là. Mais on a quand même des gens qui, aujourd'hui, sont plus conscients de ce qui se joue. Des enjeux, un regard critique. Pour autant, ça ne se transforme pas en acte, mais déjà formuler la pensée et d'être capable de voir qu'il y a une question à poser, c'est déjà pas mal. Alors oui, allez-y. Et en même temps, ça ne se transforme pas en acte, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est ce que tu racontes sur les étudiants, en fait, est dans une certaine mesure, je n'ai pas de statistiques, mais assez valable au niveau de la société aussi. On voit aujourd'hui un débat qui a émergé sur la 5G, désolé, je la pose là, mais c'est un peu inévitable. Ça montre aussi que, c'est ce que tu disais Yael, sur le gain de maturité, il est perceptible des actes. Il y en a eu quand même, il y a eu des antennes de brûlés. Alors après, c'est des actes qui sont répressifs, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais qui montrent qu'en fait, c'est monté. Voilà, donc. Dès que la question est posée, je pense qu'on a déjà fait un chemin. C'est-à-dire que si ce n'est pas un donné et incontestable, parce que finalement, pendant longtemps, on se retrouve face finalement à l'impossibilité de contester le fait qu'il faut... Et là, du point de vue sociétal, il y a une vraie question. Il y a cette impossibilité, elle n'est plus du côté des grosses entreprises, elle est du côté de l'État et des choix de développement territoriaux. Par contre, dès que la question est posée, on a déjà fait un pas. Et ce pas-là, il faut après transformer l'essai et amener à des changements d'attitude, des changements de comportement, etc. Mais n'empêche qu'on a quand même des choses qui ont changé. Parce que, dans le numérique, effectivement, dans ce paradoxe du numérique, il y a quand même l'idée que c'est un ensemble de services assez cool, relativement... Ça dépend comment on le revoit. Le numérique, en tout cas depuis que moi je le pratique, c'est vrai que quand ça a commencé, envoyer un mail, etc., c'était une sacrée libération. Et ce serait quand même compliqué de s'en passer aujourd'hui. C'est vrai que ce paradoxe, finalement, on le vit tous, en fait. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation qui est la nôtre, où c'est devenu un ogre énergivore, c'est devenu une sphère informationnelle complètement défaillante, entre les deepfakes, les fake news, la manipulation de masse, les phénomènes viraux sur les réseaux sociaux qui poussent les gens au suicide, et on l'a vu encore récemment, qui poussent les gens aux actes terroristes. En fait, comment on en est arrivé à ce cauchemar, alors qu'à la base, c'était quand même quelque chose d'assez positif? Ouais, mais je crois que c'est pas un cauchemar. Ah bah si. Non, c'est nous. Excuse-moi. En fait, le numérique n'est révélateur que de ce que l'humain est. C'est-à-dire que la question du numérique, en fait, elle remonte... C'est pour ça que les humanités numériques sont intéressantes. Il a été pensé, au départ, par des mecs, plutôt des hommes, plutôt des blancs, plutôt des gens instruits, pour des raisons qui reposent sur des valeurs de la recherche. En gros, la méritocratie, etc. C'est globalement, c'est tel que Fred Turner le décrit dans son bouquin, c'est globalement, finalement, une petite partie de l'humanité qui, tout à coup, installe quelque chose et crée les conditions d'un quelque chose qui lui ressemble et qui lui convient. Sauf que quand on passe à l'échelle de l'humanité, la question nous revient. C'est-à-dire que ce qu'on trouve sur le numérique, c'est pas du mal, c'est simplement ce que l'humain est capable de faire. C'est-à-dire que c'est à la fois le beau
on trouve dans le numérique des choses formidables, à la fois en termes de créativité. C'est quand même formidable de pouvoir, dans des temps de confinement, d'échanger avec sa famille et les uns et les autres. Je prends des exemples assez rapides, mais il y a énormément de choses qui relèvent de la capacité humaine de créer, d'aller explorer des choses qui rendent plus grand, mais on y trouve aussi le pire de l'humain. Donc la question, ce n'est pas le numérique. La question, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, comment peut-on nous renvoyer à nous, c'est là où les humanités, l'humanisme pose question, c'est comment renvoyer à chacun d'entre nous la réalité de ses propres actes et le regard réflexif sur ce qu'il fait pour qu'on puisse espérer avoir une modification d'une forme de tendance. Ouais. Et c'est là, et je pense que c'est un retour sur soi qui est important. C'est pas le numérique qui est mal, c'est ce qu'on nous fait. Alors je vois que là, Yael et Irénée ont saisi leur micro, signe qu'ils étaient prêts à relancer. Allez-y Yael et après Irénée. Non, moi, je vais juste donner peut-être un petit éclairage, parce que je pense qu'en fait, on fait un petit pas de côté dans le livre justement sur cette question-là, en regardant plutôt les conditions de production en fait des outils, et là en l'occurrence si on regarde du numérique, et je pense que c'est un peu le danger qu'on essaye d'éviter, même si c'est toujours très compliqué. C'est en fait de quoi on parle quand on parle de numérique, et en fait ça englobe un nombre de dispositifs techniques tellement large que c'est toujours compliqué de savoir vraiment de quoi on parle. Et donc je sais pas, là il y a un exemple qui me venait en tête, et puis on en reparlait tout à l'heure, qui je pense illustre bien un peu ça. C'est typiquement un moteur de recherche. Bon, bah, effectivement, si un moteur de recherche, c'est pour pouvoir trouver une information sur Internet, bah oui, effectivement, c'est génial. Enfin, bon, il y a... voilà, où est le mal ouais. Enfin, où est le mal? Mais en fait, je pense que ce qu'on essaye d'amener dans notre réflexion, c'est de montrer que une technologie comme ça peut jamais être totalement pris de manière abstraite et sorti de son contexte de production. Et donc à un moment, typiquement sur le moteur de recherche, c'est pas totalement un hasard si en fait les dispositifs techniques qui font le moteur de recherche de Google a été modifié en 2004 au moment où Google a commencé à repenser son modèle économique et à se dire bon bah en fait il faut que je fasse un modèle, faut que je fasse un moteur de recherche qui soit rentable, donc je vais mettre des capteurs et je vais modifier l'objectif, enfin le but de ce moteur de recherche pour en faire autre chose, le détourner, etc. Et du coup ça donne un autre objet technique. Donc c'est là où la question après c'est plus bon bah finalement qu'est-ce que moi j'en fais, c'est bien à un moment il y a eu un jeu d'acteurs qui a amené à des choix technologiques qui ont amené qui du coup se sont incarnés dans des caractéristiques techniques bien précises qui finalement ont amené, qui ont reconduit plutôt des systèmes existants. Et donc juste pour revenir sur cette question de comment on est arrivé à je sais pas moi, ce que tu disais, la gouffre énergétique, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des choix et que c'est forcément pas arrivé tout seul, mais ces choix-là, finalement, est-ce que c'était les choix, on va dire, par défaut, les choix naturels d'une entreprise qui veut faire des profits Certainement pas les choix naturels. Enfin, il n'y a pas de naturalité dans le développement technologique. Ce sont toujours des choix. On prend le temps dans le livre d'expliquer que la technique, c'est pas Darwin, quoi. Ça évolue de façon tout à fait différente. Après, il y a beaucoup de questions qui sont posées là. Les fake news ou les deep fake, enfin je sais plus comment on appelle ça, les visages qui sont transformés, etc. Les moteurs de recherche Facebook. Il y a des raisons qui expliquent ça, qui sont de l'ordre aujourd'hui peut-être du capitalisme de surveillance, du fait que des monopoles se constituent, etc. C'est je vais dire une transversale sur le numérique qui peut s'étudier de cette manière-là. Après, il y a d'autres questions. Je ne sais pas, la question aujourd'hui de la 5G ou des réseaux, on considère de ce point de vue-là le numérique plus comme un enabler qui permet de trouver des nouveaux marchés et donc de reconduire les logiques capitalistes à l'œuvre, etc. Et sur chaque problème comme ça, on pourrait faire, j'allais dire, à chaque fois une analyse qui serait différente et qui poserait des questions différentes. Moi, je ne crois pas forcément en l'efficacité d'une espèce de solution ultime qui expliquerait tout. Parce que d'une certaine manière, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec le numérique se sont rencontrés avec d'autres techniques dans le passé. Je pense évidemment à l'historien Jean-Baptiste Fressos qui nous raconte comment la société du tout voiture est arrivée au début du XXe siècle parce que les compagnies pétrolières payaient les industries automobiles pour démanteler les compagnies de tram, pour installer... Enfin, voilà, donc en fait on est toujours dans des luttes de pouvoir, dans des luttes économiques derrière aussi, parce qu'on ne peut pas dissocier complètement les logiques numériques des logiques économiques. Enfin, la technique fait partie justement des raisons,
des outils que le capitalisme a pour se répliquer. Alors, juste pour dire ça, que voilà, nous, c'est pour ça dans notre livre, on essaie d'avoir des sondes, plutôt que d'essayer d'avoir une lecture tout à fait transverse, comme le ferait une Zuboff ou comme a essayé de le faire Morozov avec le solutionnisme technologique. Nous, on parle des technologies de surveillance, on parle de certaines formes d'automatisation dans le travail, on parle des stratégies éthiques qui permettent d'écarter le citoyen. On n'a pas forcément vocation à dire que tout le numérique peut se penser à travers ces sondes-là. En tout cas, on pose ces sondes et on dit attention, vigilance, celles-ci sont particulièrement dangereuses. Le citoyen en est particulièrement loin et elles ont particulièrement la possibilité d'être dangereuses pour la démocratie. Donc nous, notre question, c'est comment on fait ces choix techniques-là. Donc on ne répond pas à pourquoi on a fait Facebook, parce que c'est compliqué, it's complicated. Et ensuite, on dit dans quelle mesure ces technologies-là ont un effet retour, une rétroaction sur nos façons de vivre, nos modes de vivre ensemble, qui est délétère. Concrètement, si demain on va déployer la reconnaissance faciale partout dans la rue, ça va créer des problèmes en termes d'acceptation d'une part par les populations, d'appropriation de l'espace public, donc de démocratie, puisque pour faire démocratie, il faut pouvoir se réunir dans l'espace public. Donc je pense, voilà, on retourne avec un peu plus d'humilité par rapport à ta question qui est très vague sur des moments précis, actuels, saisissables par les citoyens, et qui sont dans le débat public, où les citoyens peuvent dire à leurs élus concrètement, moi, la 5G, j'aimerais qu'on questionne ça, ça et ça. Moi, mes caméras, j'aimerais qu'on questionne ça, ça et ça. Ou moi, travailleur dans mon entreprise, pourquoi mon CHSCT n'a pas négocié les caisses automatiques ? Alors, si je voulais reprendre cette question de manière un petit peu caricaturelle, je dirais, est-ce que finalement le numérique auquel on est confronté aujourd'hui, c'est pas, entre guillemets, celui qu'on mérite dans un univers capitaliste, en fait. Est-ce que finalement, c'est pas, c'est une nouvelle extension de l'économie capitaliste globalisée telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ça. Mais alors finalement, quels sont nos moyens pour combattre ? Parce que c'est vrai que sur l'économie capitaliste, il y a eu toute une série de régulations qui se sont mises en place au cours des années par des pouvoirs, par des strates de pouvoir plus ou moins globales. Sur le numérique, on a quand même un peu l'impression que c'est timide, hein, les pouvoirs de régulation. Disons que c'est timide. Après, il y a deux niveaux. Il y a déjà... en fait, globalement, le numérique est un... On revient sur la question qui était depuis le début, sur la question du politique. Le numérique est finalement, quelle société veut-on ? Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est pour qui vote-t-on ? Oui, mais... Pour qui je vais voter déjà ? Oui, mais le problème avec cette question, dans le numérique, c'est qu'il faut la poser de manière globale. Il y a les deux. Il y a toujours les deux, en fait. Il y a la question globale, qui est quelle société veut-on ? Quand une société dématérialise à tout va, et que politiquement, c'est la stratégie qui est voulue en termes d'aménagement du territoire, sachant que, par exemple, je dirais, il y a eu un discours d'un des vice-présidents de la métropole à Nancy il n'y a pas longtemps. À Nancy, par exemple, un tiers des gens sur la métropole n'a pas accès au numérique. Un tiers. Mais pour autant, on crée les conditions d'une dématérialisation, donc d'un monde de plus en plus lointain des citoyens. Donc ça, c'est purement la question de modèle de société qu'on veut. Donc ça nous revient aussi quelque part. Alors je ne dis pas que c'est aussi évident que ça, parce qu'il y a des intérêts autres, et on voit bien la question de la taxe GAFA et des choses comme ça, c'est pas si évident que ça, mais n'empêche que si on n'est pas capable, à un moment donné, de concevoir à chacun à son niveau la société qu'on souhaite, ça ne peut pas avancer. La deuxième chose, c'est chacun à son niveau. C'est-à-dire quand là, on prend l'exemple du confinement il n'y a pas longtemps, on a multiplié par 10 les abonnements à Netflix. Par 10. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions. Bien ton micro. Ah, pardon, ouais, c'est vrai, j'ai toujours du mal avec les micros. Sauf quand j'ai une guitare, mais avec mes. Donc, voilà, ça sera mieux. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la réalité de chacun. C'est-à-dire qu'on a quand même chacun, à un moment donné, à se poser la question de les choix qu'on va faire. Alors, évidemment, c'était Damasio qui faisait ça dans un TED. Il y a un côté paresse, mais on est tous pareil. Voilà, mais n'empêche que chacun doit se poser la question. Ouais, mais est-ce que c'est possible quand Amazon décide de livrer avec une efficacité redoutable absolument tout ce qui est possible dans un délai très court et où que vous soyez sur le pays,
Est-ce qu'on peut demander aux gens de s'interroger sur les conséquences du commerce en ligne avant de cliquer sur... Bien sûr. Moi, je pense que bien sûr. Alors, il y a débat. Une réaction par rapport à ça, parce que, à mon avis, on ne peut pas résoudre la question de quelle société on veut, avec qui vote-t-on. C'est ce qu'on essaye d'attaquer un petit peu dans le livre. Si on pense les choses à démocratie constante, à système institutionnel constant, on va se retrouver dans cette impasse, qui est l'impasse dans laquelle on est et qui conduit au problème qu'on connaît. Donc, d'autant plus que ce n'est pas les élus qui choisissent les technologies. Alors, pour les technologies qui sont publiques, ils vont souvent déléguer leurs décisions à des experts, d'une part. Ensuite, ils vont éventuellement donner des subventions à certaines entreprises, des CICE, dont on ne sait pas trop ce que ça donne, etc., qui ont des impacts sur la R&D, on ne sait pas trop comment. Et d'autre part, une grosse partie de la R&D qui va derrière donner lieu à des applications techniques est financée par les entreprises privées. Donc, de ce point de vue, à la limite, le qui vote-t-on a quasiment pas d'impact là-dessus. Donc, on essaye, enfin en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est de réfléchir à c'est quoi démocratiser la technologie. Et finalement, c'est un livre qui est moins sur la technologie que sur la démocratie. Démocratiser la technologie, ça veut dire démocratiser la démocratie. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec des formats dont nous, on parle longtemps, depuis longtemps, Mouton numérique comme la Convention citoyenne. Il y a des manières de faire des choix technoscientifiques en société. On a quelque chose qui existe depuis 30 ans, qui s'appelle la Commission nationale du débat public. On a un comité économique, social, écologique qui s'appelle le CESE. On a des instances, des institutions, des organisations qui existent et qui sont relativement inefficaces aujourd'hui parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans la façon dont on prend les décisions. Donc, je pourrais te laisser continuer, Yael, sur ce qu'on propose, mais on essaie vraiment de repenser la démocratie. Enfin, si on s'arrête à qui on vote, pour qui on va voter en 2022 ? Est-ce que ça va résoudre quoi que ce soit sur la question du numérique ? Je pense que c'est sûr que le terme « pour qui on vote » est un terme... c'est réducteur, mais la question, c'est quand même quelque part aussi à nous poser la question de quelle société veut-on ? Pour qui on vote ? Alors, c'est pas demain, on n'aura pas le choix. Par contre, se poser la question de qu'est-ce que j'investis ? Comment chacun, à son niveau, essaie de finalement faire émerger des idées, des modèles, une réflexion sur la société qu'on veut, ça c'est plutôt quelque chose à long terme. Et quand je dis pour qui on vote, c'est pas demain, c'est comment moi, parce que ça repose la question que vous posez autour de la démocratie, mais aussi de la citoyenneté, en tant que citoyen, à un moment donné, comment on se positionne sur c'est pas autre chose que ça. Mais du coup, il y a peut-être deux choses là-dessus. La première, c'est aussi le citoyen ne sait pas tout. Il y a quand même plein de choses qui lui sont cachées. Enfin, typiquement, les conditions de production, quand même, il n'y a pas trop une grosse publicité qui est faite dessus. C'est pas, on ne sait toujours pas spécifiquement quand on a un iPhone dans la main, en tout cas on ne prend pas forcément conscience de tout ce qui est passé. Et puis encore, iPhone, c'est peut-être pas forcément le pire de tout, mais par exemple, typiquement Amazon, les conditions dans les entrepôts, elles ne sont pas forcément mises à chaque fois que vous allez sur le site d'Amazon. En gros, attention, il y a eu une grève la semaine dernière, parce que, c'est des choses qui ne sont pas forcément visibilisées. Donc ça, c'est un premier point qui du coup met limite, en tout cas, sur la prise de conscience globale. Et le deuxième, c'est attention, quand on parle de citoyens, de qui on parle. On n'a pas aussi tous les ressources pour forcément s'engager, prendre part, forcément faire remonter ce qu'on peut observer. Et ça, c'est aussi une des limites à tous les systèmes participatifs, j'allais dire à système constant. C'est que on est vraiment pas égaux. Et c'est un peu aussi ce qu'on essaye de montrer pourquoi une automatisation dans une entreprise peut à un moment donné être néfaste. C'est que si ça va avec une déstructuration des temps de vie des salariés, ces personnes-là, vous n'allez pas leur demander le samedi et le dimanche de s'intéresser, s'engager dans tous les assos du coin, quoi. Donc c'est des choses à prendre mais ça ne veut pas dire que ce qui est dit là est faux. Effectivement, il y a une prise de responsabilité individuelle. Ça ne suffit pas. Après, elle ne suffit pas et surtout, elle est à tempérer avec la pression commerciale qu'on se prend tous les jours. Parce que quand on se balade dans la rue, on se prend 3000 pubs par jour, à peu près. Donc c'est difficile de résister à titre individuel quand même à s'abonner à Netflix, même si on a tous envie de dire que Netflix, pour une raison X ou Y, c'est pas bien. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas bien ? Finalement, je sais pas. Ça dépend de quel point de vue on parle. Je suis pas un grand fan, mais je veux dire, à un moment donné, c'est résister à cette pression. Prétendre qu'on peut résister seul à cette pression me semble partiellement vrai, disons. C'est pour ça qu'on fait des bouquins et qu'on est dans des lieux comme ça aussi à faire passer. Bon, on n'est pas très nombreux, mais c'est aussi pour ça que nous, le parti pris qui a été le nôtre, c'est d'aller chercher
des sondes. Vous parliez de sondes tout à l'heure. Nous, les sondes, sont des humains. C'est-à-dire que quand on fait un cycle de 24 heures dans la ville de Nancy, on part déjà du principe que la ville de Nancy enclôt le monde. C'est-à-dire que ce qui se passe à Nancy, c'est quelque chose qui concerne le monde dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on fait peu de topologie et quand on fait un cercle sur Nancy, on est à la fois ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on s'est dit, c'est en allant discuter avec d'autres et en montrant que dans l'action, dans la vie de chacun, peuvent émerger et doivent émerger des questions qui sont de l'ordre qui concernent tout le monde. Et après, comment, dans la transition qui nous amène à passer de l'un à l'autre, on en apporte du fond, on vient éclairer, on vient essayer de redonner un certain nombre de choses, c'était ce parti pris-là. C'est-à-dire que ça veut dire que, oui, les mots peuvent être maladroits. Oui, le concept peut être difficile à émerger, mais n'empêche qu'il est là. Chacun est confronté. Et quand je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, quand on est avec Claude Pourchet dans le PC de surveillance du stade Marcel Picot et qui met le doigt sur la question de « je veux aller au match de foot en sécurité », il pose la question de la sécurité. Et nous, après, on peut détricoter toute la question de la sécurité et de ce que ça implique sur une société. Et donc, en fait, quand on fait l'échange avec lui, puis qu'après, dans cette transition-là, avant d'aller voir le prochain témoin ou la prochaine sonde du monde, eh ben, c'est ce parti pris-là qui nous amène à faire prendre conscience que ces questions-là, ce n'est pas une affaire qui ne les concerne pas, ce sont des affaires qui les concernent dans leur quotidien et certainement dans le plus proche quotidien qu'ils ne le pensent, en fait. Mais voilà, mais c'est ça le truc, c'est que le problème auquel nous sommes confrontés en tant que société, en tout cas moi comme je le comprends, c'est que, ces technologies vont très vite, elles ont énormément de conséquences dont certaines sont cachées, et en plus, elles sont propulsées par des puissances extrêmement efficaces. Finalement, on a quand même une conjonction de phénomènes qui font que c'est une situation inédite, finalement. Je ne sais pas si elle est inédite, en fait. Typiquement, au détour des années 80, quand on commence à avoir les critiques écologistes qui sont très fortes, quand on a des accidents, Tchernobyl, Bhopal qui explosent en Inde, etc., quand on commence à comprendre les effets néfastes du développement technoscientifique, les effets de la chimie, les effets, tout ça, on a un détour libéral dans les années 80, tout le monde le sait, Thatcher, Reagan. On a aussi, et notamment en France et en Allemagne avec Hans Jonas, la naissance du principe de responsabilité, du principe de précaution. Le principe de précaution, c'est, disait Latour, une façon de moderniser la modernité. C'est-à-dire d'arrêter de moderniser pour moderniser, mais de réfléchir à ce qu'on fait pendant qu'on le fait, de préférence même avant qu'on le fasse. Et donc, il y a quand même des prises en compte, il y a une forme de constructivisme à travers les critiques. Constructivisme, c'est quoi? C'est qu'on absorbe les critiques et on fait en sorte que ces critiques aient un effet retour sur la façon dont on construit les choses. Donc, le principe de précaution est né là-dedans. C'est une bénédiction civilisationnelle, le principe de précaution. Et je le dis, il ne faut pas croire les gens qui disent que ça empêche d'innover, que ça nous arrête, c'est pas vrai. C'est grâce au principe de précaution qu'on a pu résorber le trou dans la couche d'ozone et qu'on a pu avancer sur les questions climatiques. Aujourd'hui, dans le numérique, on a quand même eu des prises de conscience. Alors, il a fallu des catastrophes ou des scandales comme Snowden. Ouais. Sans Snowden, il n'y aurait pas eu de règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui est un premier pas vers une régulation des données qui est imparfaite, qui mériterait plein de discussions philosophiques sur c'est quoi une donnée, est-ce qu'elle est personnelle, etc. Mais donc, on n'est pas non plus dans le Far West, en fait. On peut quand même faire des choses. On voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui sur un éventuel démantèlement des GAFA avec les lois antitrust qui sont en train d'arriver. Oui, ça arrive tard. Le droit est un peu toujours en retard. La question, c'est comment on fait en sorte que le droit, justement, ne soit pas toujours en retard et comment on remet, ça ne résout pas la question de est-ce que le capitalisme, c'est mal, mais en tout cas, comment on remet plus de démocratie en amont dans les choix de financement de recherche, dans le choix de déployer ou non une infrastructure technique et sous quelles conditions. Et j'ai envie de vous dire des exemples très concrets. Est-ce qu'il faut construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'il faut construire un super complexe de magasins dans le triangle de Gonesse? Est-ce qu'il faut déployer la 5G, oui ou non, dans quelles conditions? On voit bien que parfois on gagne. Des militants gagnent, comme à Notre-Dame-des-Landes, et permettent que des grands projets néfastes, délétères, s'arrêtent. La question, c'est, le problème, c'est qu'il faut en passer par ces contestations très vives. C'est pour ça que c'est notre point de départ. Mais si on regardait ces contestations en amont un peu plus, qu'on arrivait à les écouter, à les faire venir dans les processus de production, peut-être, et nous on y croit un petit peu quand même, qu'on pourrait arriver à une construction plus sociale dès le début.
Ouais. Et d'ailleurs, juste pour Il y a- compléter, et pas forcément à attendre à ce qu'elles arrêtent les projets néfastes, mais même à faire en sorte qu'elles puissent être prises au sérieux, j'allais dire, et que les alternatives qu'elles proposent soient prises au sérieux et puissent aboutir sur des projets qui sont co-construits avec les personnes concernées, conscientes et concernées, comme tu le disais. Mais alors c'est vrai que vous êtes assez optimiste sur la capacité. Alors je partage pas votre optimisme, hein, mais vous l'avez compris. Mais vous êtes assez optimiste sur la capacité finalement des gens à faire évoluer ces processus qui sont à l'heure. Mais par exemple, pour reprendre la 5G, on voit que le débat aujourd'hui. Alors vous expliquez que le débat sur la 5G, de toute façon, il arrive de toute façon trop tard. Mais justement, est-ce qu'un débat sur la 6G, alors, est-ce qu'il est possible de manière démocratique, éclairée, etc., dans cet univers qu'on connaît? Parce qu'on voit bien que le débat sur la 5G aujourd'hui, c'est quand même triste à dire, mais c'est un petit peu épouvantail contre épouvantail. Enfin, je veux dire, c'est les technophobes contre ceux qui veulent contrôler le monde. Enfin, on en est là dans le débat. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que si on se met à débattre aujourd'hui sur la 6G, ça va mieux se passer? Tant qu'on débattra sur, en fait, la techno, c'est une question, mais il faut qu'on débatte sur c'est quoi la société qu'on veut. Tant qu'on sera dans le nez, dans le mur sur la techno elle-même, on n'aura pas la capacité. Oui, il y aura la 5G, puis de toute façon on va discuter la 5G, puis il y aura la 6G, la 7G, etc. C'est plutôt au niveau du citoyen et au niveau des débats qu'il doit y avoir, c'est plutôt quelle société veut-on et en quoi la 5G ou une autre. Je veux dire, l'idée, c'est pas de l'évacuer, c'est plutôt de se poser la question. On a un certain nombre de défis à relever. La société qu'on souhaite a besoin à un moment donné de haut débit ou je ne sais quoi pour pouvoir fonctionner. Est-ce que la 5G est la réponse? Et si à ce moment-là, si après cette réflexion-là, on dit OK, parce qu'on en a besoin là, parce qu'elle vient servir cette construction sociétale qui nous convient, à ce moment-là, OK, on y va. Tant on courra derrière la techno, eh bien, on sera toujours en retard d'une techno. C'est-à-dire qu'il y a il y a dans tous les labos des choses qui vont plus vite, qui vont plus fort, qui sont plus costauds. Tant qu'on en restera là, on sera derrière en train de courir. Et donc, Samuel, je vais me faire l'avocat du diable. Les gens qui promeuvent la 5G aujourd'hui, si on avait un représentant de Huawei ici, il nous dirait, mais la 5G, les gens la réclament et elle apporte des solutions. Oui, mais Huawei, c'est lui, il la vend. Oui, bah oui. Par contre, moi, citoyen, vous, citoyen, nous imaginons la société. Nous avons un certain nombre de questions qui sont centrales dans la société. On a la 5G, on nous dit c'est pour le véhicule autonome. Bon, le véhicule autonome, est-ce que c'est la réponse au déplacement dans la ville? Certainement pas. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur l'urbanisation? Et peut-être que dans certains cas, la 5G pour un type de véhicule autonome peut être la réponse. Donc, si on va voir Huawei, comme si vous avez écouté le PDG d'Orange à France Inter il n'y a pas si longtemps, lui, il est content parce qu'il a déjà investi 3 milliards pour avoir les licences et maintenant, il veut en vendre le maximum pour pouvoir rentrer dans ses frais. Le matin même, il passait à France Inter. 1 heure après, j'avais un message d'Orange qui me disait 5G arrive, tenez-vous prêts, cliquez là parce qu'on vous tiendra au courant de ce qu'il arrive. C'était le matin même, il était au 7-9 de Nicolas Demorand, et 1 heure après, j'avais un message sur mon téléphone. Donc si on va les voir eux, évidemment, ils vont vous dire c'est OK. Par contre, c'est là où il y a une nécessaire reprise en main. Il y a un certain nombre de défis à relever qui relèvent des modèles de société. Alors je dis, c'est facile à dire, mais si on ne se les pose pas ces questions-là, on n'y arrivera jamais. Et ces défis de société, est-ce que technologiquement, il y a une réponse? Est-ce que c'est la réponse technologique qu'il faut donner ou pas? Parce que c'est dans le ou pas que la réponse est. Alors, donc, je vais tracer la réponse que vous donnez tous les trois dans vos livres. Effectivement, elle part des gens, elle part des citoyens. Hein, et qu'est-ce que, si on regarde cet exemple de la 5G ou la 6G, qu'est-ce que vous avez comme processus démo centré qui permettrait finalement de placer ce débat pour qu'il débouche
sur quelque chose, et pas ce qu'on voit aujourd'hui sur la 5G. Oui. Du coup, nous, pour le coup, on est assez, je pense, d'accord sur le constat que vient de faire Samuel, ou en tout cas les propositions. Et donc, sur cette question de 5G, peut-être juste pour réexpliquer un peu le pourquoi on dit qu'on est trop tard aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ces nouvelles générations de réseaux télécoms, en fait, fonctionnent sur des cycles de 10 ans. Donc la 5G, en fait, ça fait 10 ans, donc en gros 2010-2013, qu'il y a un organisme affilié à l'ONU, qui est l'Union internationale des télécoms, qui a commencé à travailler sur les caractérisations techniques de la 5G avec, bien sûr, des industriels qui ont notamment anticipé les usages futurs. Voilà, ça c'est juste pour remettre un peu le cadre, et qui fait que d'ailleurs, c'est pour ça que la 6G serait pas mal de commencer aujourd'hui, puisque c'est maintenant que ces groupes commencent à se poser la question, à mobiliser les différentes industries et à se poser la question des anticipations encore futures des usages. Alors, très concrètement, nous, alors je ne sais pas si on a la réponse absolue, parce que c'est vraiment pas le but, et peut-être pour repositionner un peu, c'est vrai qu'on n'a pas voulu en fait arrêter le livre avec juste le bilan, comme tu disais. Mais ce qu'on a en fait essayé de faire, c'était plutôt de montrer qu'il y avait des concepts et des pratiques qui existaient déjà aujourd'hui et qui avaient fait leurs preuves. Donc là, je reprends en fait ce qu'a dit René typiquement sur les conventions citoyennes ou sur les forums hybrides. En fait, ce qu'on observe quand on écoute les sociologues ou les politologues qui expertisent ces dispositifs, c'est qu'ils sont efficaces dans le sens où les recommandations généralement auxquelles on aboutit, donc c'est des forums, par exemple les forums hybrides, peut-être pour si jamais vous ne connaissez pas, très simplement, en fait, c'est une manière de mettre sous le chapeau d'experts des personnes qui normalement ne le sont pas, donc par exemple des représentants d'associations ou je sais pas, des personnes de la société civile, qui permettent en fait de rétablir un peu le rapport de force dans les groupes où se prennent les décisions, ou les groupes consultatifs, où vous n'avez pas que des industriels et des technocrates, mais vous rajoutez d'autres personnes pour diversifier en fait le panel, parce que la question c'est pas non plus d'exclure les ingénieurs ou les industriels, puisque par définition c'est quand même eux qui à la fin font la technologie, ou bref sont quand même dans la boucle. Et les conventions citoyennes, ça vous le connaissez un peu plus, puisqu'on en a eu un exemple avec la convention citoyenne pour le climat. Et donc du coup, en gros, nous, ce que disent donc les personnes qui expertisent les dispositifs, c'est que les recommandations auxquelles ces dispositifs aboutissent sont de qualité. Enfin, généralement, c'est pas totalement absurde, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Donc ça fonctionne. En revanche, comme le dit René, ce qui fonctionne pas, c'est que c'est jamais relié aux instances de décision. Ou quand c'est le cas, comme pour la Convention citoyenne pour le climat, on voit bien qu'en fait c'est totalement détricoté, et que déjà le sujet était déjà hyper large, et d'ailleurs un peu trop large pour ce type de dispositif. Le panel était aussi particulièrement grand, 150 citoyens, généralement c'est plutôt 15 ou 20. Bref, donc déjà il y avait déjà une question méthodologique qui doit se poser, et puis en plus l'affiliation aux instances de décision n'était pas si claire que ça. Donc nous en fait ce qu'on dit, c'est si ces dispositifs marchent comme ce qui visiblement semble être le cas, dans ces cas-là, si on le prend au sérieux et qu'on voit qu'à un moment il faut rééquilibrer un rapport de force, puisque c'est bien ça la question, et du coup on propose en tout cas de systématiser et de généraliser ces dispositifs à différentes échelles de la société, et donc justement pour permettre d'ouvrir des espaces de réflexion où en fait on pourra poser la question que dit Samuel, qui est en fait quelle société on veut. Et alors est-ce que ça va prendre la forme, je sais pas moi, d'une convention citoyenne sur le réseau télécom du futur qui va permettre de réfléchir à dans 10 ans ce dont on a besoin? Peut-être en fait, et on va lui laisser le temps de travailler dessus. Alors, Samuel veut rajouter. Irénée aussi, ouais. Juste, tu vois, si je prends un exemple concret, tu y avais été invité d'ailleurs, ce qui s'est passé à Nancy, qui a mené à toutes les réflexions qui ont été les ateliers des possibles, qui est finalement... On part du local, on part d'individus qui, à un moment donné, commencent à se poser des questions sur les grands enjeux, etc. Au départ, on est là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On sait qu'il y a une intention générale qui a besoin d'être précisée, mais on arrive localement à faire émerger des idées qui, après, commencent à essaimer dans le paysage. Et si je prends les ateliers des possibles, ils ont eu un impact jusqu'au projet métropolitain de Nancy. C'est-à-dire que, quelque part, si on arrive... Alors, je ne dis pas que tout est réplicable tel quel, mais c'est toutes ces petites actions-là qui peuvent quelque part faire avancer les choses. C'est qu'à un moment donné, quand on peut montrer que localement, ou à tel endroit, ou tel assaut, ou telle réflexion a donné du sens, a permis de fédérer sur une formalisation sociétale qui est un peu autre, on a déjà la base. Je pense qu'il faut abandonner l'idée dans un premier temps, d'aller taper un changement qui tombe, et puis je crois qu'il faut abandonner l'idée que ça va descendre.
montrons que ça peut venir et ça doit venir des questions qu'on se pose localement et à notre niveau. Je suis tout à fait d'accord et vraiment complètement d'accord. Je trouve, et c'est un peu le point de rencontre où il y a quand même des limites qu'il faut poser. C'est que ces mécanismes-là ont deux soucis. Même s'ils sont tout à fait souhaitables, et on donne des exemples avec Barcelone, avec certains maires qui ouvrent leur conseil municipal, c'est que d'une part... À Barcelone, par exemple, est-ce que vous pourriez juste rappeler l'exemple sympa À Barcelone, en l'occurrence, on a eu une maire, Ada Colau, qui a été élue suite au mouvement Podemos, donc, bon, avec des dissensions, mais peu importe, et qui a ouvert un espace de participation, notamment à travers une plateforme numérique qui s'appelle Decidim, mais qui n'est pas juste une plateforme numérique. Il a été vraiment question d'aller voir des citoyens, d'aller récupérer exactement ce que tu dis, Samuel. Même pas récupérer, en fait, d'aller prendre ce qui existait déjà dans les associations, d'aller voir les gens, en fait, tout simplement, pour prendre des décisions ensuite au niveau de la ville. Et il y a eu des décisions qui ont été prises plus sociales. Il y a eu une décision qui a été prise, par exemple, sur la régulation des Airbnb, avec des gens qui ont été payés par la mairie, qui le sont toujours, pour aller vérifier que les gens qui louent leur Airbnb ont bien des licences. Donc il y a eu une forme de régulation qui est née de remontées qui sont celles de la gentrification. Après, la question, c'est, si j'en reviens aux limites, c'est comment on met à l'échelle un système comme ça, parce qu'il y a des villes qui sont tout à fait culturellement aptes à prendre ce genre de décision pour tout un tas de raisons historiques qui font que la culture démocratique est plus importante, c'est des plus petites villes, etc. etc. Et il y a des villes qui ne le seront peut-être pas. À Nice, les gens votent pour Estrosi, et puis Estrosi met des caméras, et ça ne semble gêner personne. Donc la culture démocratique est peut-être pas la même. Donc pas seulement réfléchir en termes de qu'est-ce qui se passe, mais comment on fait pour que... Enfin, les institutions ne sont pas neutres, si vous voulez. Si vous voulez à un moment donné que de la démocratie sorte quelque chose de démocratique, il faut penser l'institution en tant que telle. La Ve République ne donne pas la même démocratie que la IVe République ou la Troisième République. Je le dis à gros traits. Et la deuxième question, c'est effectivement d'aller faire en sorte que les publics qui ne sont jamais invités à participer, qui ne peuvent pas participer, enfin pour le dire simplement, les personnes non blanches, les personnes racisées, les personnes qui travaillent beaucoup, les femmes, enfin toujours les mêmes publics, qui ne sont pas invités forcément à ces réunions, qui ne vont pas forcément remonter des choses ou des choses qui sont parfois invisibilisées, j'enfonce des portes ouvertes, tout ça, les gens qui étudient les mécanismes de démocratie participative le voient depuis des années. Quand on a une femme de ménage dans une réunion de quartier, c'est parce qu'elle est syndiquée à côté, mais sinon elle vient pas, en fait, tout simplement. Donc faut quand même réfléchir à cette question de l'inclusion pour être sûr que ce qui remonte ne soit pas les gens comme nous, c'est-à-dire blancs, éduqués, qui maîtrisent le langage et la parole pour communiquer dans les formes de démocratie qui sont les nôtres, en fait, mais qui ne sont pas forcément l'unique forme de démocratie. Donc je pointe juste ces deux limites parce qu'elles sont difficiles à résoudre, bien que j'abonde dans ton sens, Samuel. Et elles sont difficiles à résoudre et pour autant, ces plateformes, Airbnb, Uber, Amazon, Facebook, sont des plateformes qui arrivent très bien à s'adresser à tous les publics et à inclure tous les publics. Est-ce que là, il n'y a pas aussi, alors que la contestation, ou en tout cas la critique, c'est plus compliqué. Je dirais pas que Facebook inclut tous les publics, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors d'une part, quand on regarde les sociologues qui étudient l'usage des réseaux sociaux et notamment de Facebook, je pense que c'est Jen Schrady qui avait fait une étude là-dessus, elle explique qu'en général, sur Twitter et sur Facebook, les personnes noires y vont moins. Voilà, tout simplement, c'est un fait. Alors, c'est écrit dans notre bouquin au début, c'est dit avec plus de précision. Tout simplement pour parfois des questions de langage, parfois des questions de difficulté à le faire dans le bon timing, à discuter avec les gens, enfin pour tout un tas de raisons socioculturelles qui s'ancrent dans toute l'histoire des États-Unis. Et deuxièmement, on s'aperçoit que oui, Facebook peut créer des groupes très vite. Cependant, si Facebook a cette capacité de faire monter très vite des groupes, d'abord il a la capacité de les démanteler aussi vite. Donc vous voyez un groupe pro-Raoult, 500 000 personnes, qui est monté en 3 mois, qui ferme du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi Facebook décide de ça? Je ne suis pas pro-Raoult, mais je pose la question. Et puis qui réouvre après, sans qu'il y ait aucun contrôle. C'est comme une masse de gens qui se sont concertés. Et ensuite, ces groupes-là, et ça c'est ce qui explique une autre sociologue, qui s'appelle... Je pense que la première, c'était Tufekci et ouais, l'autre, voilà. c'est Jeanne. Bon, bref, il faudra lire le livre, mais c'est que ces mouvements émergent, mais ont du mal à se structurer dans le temps. En fait, si vous voulez faire des mouvements
pas forcément des mouvements de contestation, mais des mouvements politiques, collectifs. Vous avez besoin de vous voir, dans des espaces publics, vous avez besoin d'échanger corporellement, physiquement, de parler, de quelqu'un qui va chercher les banderoles, qui amène un sac, etc. Et ces moments-là soudent le collectif. Sur Facebook, vous les avez pas. Donc ça peut s'évanouir et s'évaporer très vite. Ça, je pense, alors j'oublie toujours le nom de l'auteur, mais c'est celle qui a écrit les Twitter et les gaz lacrymogènes. C'est Zeynep Tufekci. Ouais. Et donc, en fait, elle fait une métaphore, une métaphore avec l'alpinisme. Aujourd'hui, on peut aller à Decathlon, s'acheter tout le matos pour aller à monter l'Everest, grimper sur l'Everest. D'ailleurs, vous avez vu la queue qu'il y a sur l'arête sommitale de l'Everest chaque été. Et donc, on peut y aller. Mais le problème, c'est que si tout va bien, ça va. On redescendra, on n'en mourra pas. Mais la montagne étant dangereuse, la question de l'alpinisme, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage dans le temps. C'est-à-dire grimper l'Everest, ça suppose à un moment donné d'apprendre à marcher avec d'autres, à apprendre des gestes d'urgence, etc. Et ça s'inscrit dans le temps. Et elle compare la question de la structuration sur les réseaux sociaux, dans la capacité à réunir des gens rapidement, à ça, parce qu'en fait, on n'a pas pris l'habitude de travailler ensemble. On n'a pas pris l'habitude de débattre ensemble. On n'a pas pris l'habitude de se faire chier pour se réunir dans une salle et puis se dire qu'est-ce qu'on va se dire ce soir, comment on y va, etc. Et c'est ça, c'est là où l'acte démocratique se construit. Dans cette... On a eu des termes à l'époque, c'était l'éducation populaire. C'est la question d'éducation populaire. C'est ce temps qu'on prend avec les autres pour essayer de construire une pensée commune, réfléchir sur un certain nombre d'objectifs communs. Et c'est là où la structuration se fait. Et ce que les réseaux sociaux ne permettent pas. Ils permettent l'immédiateté, mais la résistance au temps, comme pour surtout, ils le marchandisent. C'est-à-dire que l'éducation populaire des réseaux sociaux, c'est un algorithme qui fait en sorte... Quand vous allez sur Facebook, vous ne cherchez pas. Quand vous allez sur Google, vous cherchez un truc. Facebook, vous ne cherchez rien. Donc le but de Facebook, c'est de vous donner quelque chose que vous ne cherchiez pas. Ouais. Et a fortiori, de vous donner un contenu publicitaire. Donc c'est juste ça. Ce n'est pas un espace démocratique public. Ça a des intérêts, hein. C'est compliqué Facebook, mais c'est l'inverse de ce que tu exprimes là, en fait. Mais donc, en fait, est-ce que ce qui nous manque finalement collectivement, c'est pas tout simplement une forme d'éducation populaire aux réseaux sociaux, comme on a eu une éducation aux images, à l'image dans les années 70, comme on a eu une éducation à l'informatique? Est-ce que là, il ne nous faudrait pas une éducation à l'écosystème numérique, on va dire, pour éducation ou interdiction, hein. Typiquement, vous prenez enfin, je prends Zuboff, hein, Capitalisme de la surveillance. Le bouquin vient d'être traduit en français. Alors, elle est dans The Social Dilemma, qui est un documentaire qui est paru sur Netflix récemment, qui parle des systèmes de captation d'attention. Je ne m'étends pas, il y aurait beaucoup de critiques à faire, mais elle dit à la fin, concrètement, certains systèmes algorithmiques ou de réunions en ligne comme Facebook pourraient complètement, tout simplement, être interdits, parce qu'on pourrait décider qu'on ne vend pas nos données. Parce que qui dit éducation dit on laisse les systèmes tels quels, puis on apprend aux gens à s'en servir. Et genre, les systèmes restent tels quels. Donc on pourrait aussi décider de dire, et c'est ce qu'elle dit, et c'est ce qu'on dit aussi le bouquin, on a interdit le clonage, il y a plein de techniques qu'on interdit. Hein. Les médicaments, on ne les diffuse pas comme ça n'importe comment dans la nature, ça passe par des comités, des relectures, etc. Peut-être qu'il y a certains business models qui sont, par principe, délétères. Certains algorithmes de polarisation, notamment... plutôt business model, les algorithmes découlent des business models, en fait. Oui, mais disons que comme il y a des algorithmes qui, effectivement, ont des effets polarisants, ça, on pourrait dire... terminé. Et peut-être, juste pour revenir sur l'éducation populaire, il me semble que quand Samuel, tu parlais d'éducation populaire, tu parlais pas d'éducation à Facebook. Ah, non, et voilà, et je pense que c'était aussi ça, genre pour revenir sur l'éducation populaire aux réseaux sociaux. En fait, je pense que là, il faut plutôt voir beaucoup plus large et plutôt essayer de repenser ou de recréer de faire en sorte que structurellement, les gens aient l'espace de s'engager. Et là, c'est un peu aussi quelque chose qu'on aborde rapidement, mais qui est quand même important. Faut quand même voir, je crois qu'il y a l'Observatoire des libertés associatives qui a sorti un rapport récemment pour montrer qu'il y a eu quand même un certain nombre d'entraves assez graves qui ont été faites en France ces dernières années. Il y a des coupures budgétaires qui sont quand même assez significatives, toujours dans le milieu associatif. Et ça, c'est quand même un contexte qui fait que les gens vont moins s'engager, que l'éducation populaire dont tu parlais est moins présente. La précarisation au travail, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure,
l'heure, des gens qui sont moins susceptibles de s'engager ou en tout cas de faire porter leur voix à un moment donné, qu'il y ait des coupures dans la recherche, c'est aussi des chercheurs qui vont pas aller sur le terrain, qui vont pas faire remonter la voix des personnes les plus éloignées. Enfin, voilà, donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus vaste que juste l'éducation à Facebook ou aux réseaux sociaux en général. C'est vraiment comment permettre en fait l'engagement et le vrai dynamisme démocratique d'en bas, en fait, comme tu le disais. Exactement. Et ça, il faut quand même une volonté politique aussi pour le porter. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non. Je suis couvert. Ça me va parfait. Je vais me tourner vers notre public. Est-ce qu'il y a des questions dans notre public? Je vois qu'ils sont très très sages. Ils vont pas oser là, je pense. On est masqués, on se reconnaît. Ouais. Vous pourriez y aller. Ah si, super, on a une courageuse. Merci beaucoup. Donc, on avait dit tu gardais le micro. Ouais. Ah bon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, ma question, ça serait pour ceux justement qui sont totalement éloignés du numérique. Du coup, leur apprendre à l'utiliser, mais est-ce qu'il ne faut pas, dès le départ aussi, leur faire peur. non, pas forcément leur faire peur, mais les sensibiliser aux enjeux qu'il y a derrière, quoi. Oui, c'est la base. En fait, moi, j'interviens, pour parler que de mon cas, mais j'interviens énormément dans les collèges et dans les lycées sur ces questions-là. Et en fait, très souvent, on est très souvent surpris par l'acuité qu'ont ces petits gamins de collège. Ils posent des bonnes questions. On arrive vite à aller sur le fond et les amener à s'élever au-delà de la réalité. Donc, je pense que c'est cette question de... On est tous porteurs, enfin moi c'est peut-être idéal, mais on est tous porteurs d'un certain nombre de connaissances sur ces sujets-là. Chacun à nous d'aller porter le message, d'en parler, discuter, même dans sa propre famille, de faire que des questions émergent et qu'on essaie d'y répondre. Et évidemment, dès le départ, il faut, c'est pas en mettant une tablette entre les mains, en disant on a tout fait ce qu'il fallait dans un collège, allez voilà, vous avez une tablette, la région a décidé, vous aurez une tablette, tout ira bien. Non, est-ce que la tablette déjà a du sens? Ça, je sais pas. Et la question, c'est, on est en train d'imaginer finalement un système, comment on accompagne l'arrivée de cet outil qu'on va nous mettre entre les mains pour des apprentissages, une population qui est jeune, qui va interagir avec sa famille, etc., etc. Il y a une vraie réflexion, et oui, il faut démarrer par ces questions-là, à mon avis. Ouais. Mais je crois qu'en fait, dans ce que tu décris ou dans ce qu'on a créé avec le mouton numérique, il y avait cette vocation-là un peu d'éducation populaire. Nous, on n'est pas spécialisé on parle rarement des publics jeunes, ça nous est arrivé, mais on est loin d'être les meilleurs là-dessus. Je pense à la Quadrature du Net, Framasoft, ou peut-être même d'autres associations font des choses envers ce genre de public. Mais c'est bien la vocation qu'on a eue. Après, c'est intéressant aussi de penser à faire cette éducation auprès des gens qui font le numérique, puis il y a le grand public, et puis il y a les ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs, les futurs entrepreneurs dans les écoles de commerce, etc., qui se réveillent, hein, c'est ce qu'on explique, hein, il y a un réveil de ces populations-là, mais peut-être que ça manque encore systématiquement d'un petit cours de sciences sociales de temps en temps. Ça se trouve, c'est même pas un cours sur le numérique, hein, c'est peut-être juste un cours de sociaux de base, ça peut pas faire de mal, pour ensuite l'appliquer à des questions numériques. Yael et moi, on vient pas d'études numériques, hein, toi tu viens de la philo, moi de la science politique et des langues, c'est pour dire des trucs qui ont à peu près rien à voir. On a saisi la question du numérique à travers nos références et nos parcours, et voilà, on l'a politisé cet objet. Alors ça nous a obligés à aller un petit peu dans des questions techniques parfois, mais pas forcément beaucoup. Par exemple, juste pour compléter, pour aller dans ce que tu disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, il y a des cours d'humanité. Et ces cours d'humanité visent à amener les ingénieurs à se poser des questions. La question, est-ce que parce que je peux faire, dois-je le faire? Et souvent, comme tu le dis, si on n'a pas de moyens pour la recherche, on va aller chercher l'argent peut-être pas dans les bons endroits, etc. Mais déjà que les ingénieurs et les chercheurs se posent la question du bien fondé, et on rentre sur des questions qui touchent à l'éthique, etc. Est-ce que se poser ces questions-là, ouvrir à autre chose que le disciplinaire, croiser les points de vue, faire entrer les sciences humaines dans des sciences de l'ingénieur, et ça procède de ces dimensions-là. Et là, on s'adresse aux élèves ingénieurs, mais
c'est quelque chose qu'on peut complètement distiller sur tout le cycle d'apprentissage depuis les plus petites classes. Voilà. D'autres questions? Ah, là-bas. Merci. Ah, je tiens ou pas? Allez-y, soyez pas Ok. timide. Pardon, désolé. J'ai une question un petit peu rhétorique au final. C'est sur est-ce que nous nous situons à armes égales en fait en tant que citoyens, autant dans la chronologie des événements que dans l'impact par rapport à une société qui par exemple aurait le monopole sur certains secteurs numériques, qui pour eux, je veux dire, temporellement, c'est la question de finaliser un budget. Quand on a des processus démocratiques comme les solutions que vous avez mentionnées, comme la Convention citoyenne par exemple, qui sont effectivement relativement démocratiques, la manière d'arriver à un moment donné à une solution est beaucoup plus chronophage. Est-ce qu'elle a autant d'impact aussi par rapport à un grand débat macronique qui lui par contre est médiatisé, est très bien, et la communication est très bonne, on va dire ça. Voilà, sommes-nous à armes égales en fait? Alors là, ça nous emmène plutôt sur les outils. Mais en fait, si je peux me permettre de rephraser votre question, ce que vous dites, c'est que finalement, quand on discute et qu'on est inclusif et qu'on prend tout le monde sur un enjeu, on doit prendre beaucoup de temps finalement. C'est une forme de luxe. Est-ce que c'est un luxe qui est finalement disponible, ou est-ce que la plupart du temps finalement on fait une forme de concertation de façade? Je crois que vous citiez le grand débat, c'est ça, hein? C'est vrai que le grand débat, ça a été un grand moment de concertation qui peut dégoûter tout le monde de la concertation, on va dire. Et finalement, on arrive à un point qui n'est pas très éloigné de ce qu'un petit nombre de personnes voulaient. Donc, est-ce qu'on a le luxe finalement du débat? Alors, je ne sais pas si on a le luxe du débat, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est plutôt des dispositifs de façade. Et c'est en ce sens-là qu'on disait que ce n'était pas relié aux instances de décision. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une formule de la sociologue Sarah Guiton qui dit que ça crée des espaces de délibération sans conséquence. Et effectivement, ça peut amener même à être contre-productif, parce que les gens qui ont participé, se sont investis dedans pendant plusieurs mois, voire années selon les dispositifs, à la fin, n'ont même plus envie de participer. D'ailleurs, il y a des associations qui maintenant refusent de participer à ce type de dispositifs pour ne plus être pour ne plus être instrumentalisés, tout à fait, et réorienter leurs efforts et leur énergie vers d'autres actions qu'au moins elles maîtrisent de bout en bout. En revanche, je pense que pour remettre une note positive, peut-être, c'est quand même de rappeler qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été gagnées, et même... même si dans ce qu'on montre, on est très critique par rapport aux démarches éthiques, par exemple, qui se mettent dans les boîtes, faut pas oublier que si elles se mettent en place, c'est pas juste parce que les boîtes, elles se disent tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être sympa. Enfin non, c'est parce qu'en fait il y a eu des grosses mobilisations, qu'il y a un moment ça joue sur la réputation, et donc elles sont obligées à un moment donné de montrer qu'elles font des pas. Alors là, on montre que ça a des limites, que ça permet bien souvent plus de faire en sorte de ne pas interdire précisément les technologies plutôt qu'autre chose. Mais au moins, j'allais dire, ça prouve qu'on peut quand même à un moment donné, comme disait Irénée tout à l'heure, je crois que tu as mentionné le RGPD, s'il n'y avait pas eu l'affaire Snowden, s'il n'y avait pas eu tous les gros mouvements de mobilisation qui ont été derrière, que ça n'avait pas été aussi médiatisé, 6 ans après, il n'y aurait pas eu le RGPD. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un système qui est en train de d'essaimer un peu dans tous les autres pays. Donc oui, c'est des petites choses. Oui, ça prend du temps. Mais en fait, les mobilisations et les mouvements de contestation, aujourd'hui, ça marche. En tout cas, ça marche. Et il n'y a que ça qui marche. Mais après, je suis d'accord, on n'est clairement pas à armes égales. Après, c'est un peu la question classique. Si on fait du démocratique, ça va lentement, donc les Chinois vont plus vite. On peut se poser la question à l'envers. Qu'est-ce que ça fait si on ne prend pas le temps et qu'on va vite?
Et donc ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Donc est-ce qu'on y perd ou est-ce qu'on y gagne? On peut voir l'état du monde, on a la réponse à la question. Donc oui, là, ça vaut le coup de prendre du temps démocratique, évidemment. J'allais dire, la limite de ça aujourd'hui, c'est que en matière technologique, il y a peut-être des décisions qui peuvent se prendre à des niveaux locaux. L'administration qui, je ne sais pas, se numériserait dans une CAF, par exemple. Bon, ça se fait plutôt au niveau national, mais on pourrait avoir des modalités spécifiques, locales, des entreprises qui voudraient préserver l'emploi tout en se modernisant. Enfin, à chaque fois, c'est des micro-situations qui pourraient donner lieu à des tas de discussions. L'idée, c'est pas de discuter pour discuter non plus. Effectivement, il ne faut pas tomber dans ce biais procédural. On tombe amoureux des procédures et puis finalement, on les fait pour les faire. Donc, ça ne sert plus à rien. Et d'autre part, il y a aussi des tas de décisions d'ordre technique qui se prennent à un moment donné et qui ont cours sur des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années. Un pont, ça dure 100 ans. Un immeuble, ça dure 100 ans. Une centrale nucléaire, ça dure selon 50, 60 ou 70 ans, selon les pays et les systèmes de régulation. Aujourd'hui, par exemple, se lancer dans une politique énergétique à long terme, on ne va pas la revoter tous les 5 ans. Si on décide de choisir de sortir du nucléaire ou de rentrer du nucléaire, par exemple, c'est pas possible de changer. On fait l'un ou on fait l'autre, mais on ne peut pas faire les deux. Donc c'est des questions qui se posent quand même à un moment donné et qui vont ne plus pouvoir être discutées pendant un certain temps. Donc ça vaut le coup de prendre du temps. Donc ça vaut le coup de prendre du temps pour les faire. Enfin, c'est tout bête, mais la décision de sortir du nucléaire, je mets pas de jugement moral sur le nucléaire, hein, je me mets à distance de ça, mon avis n'est pas clair d'ailleurs, donc je vais éviter. La décision de sortir du nucléaire, donc de passer du nucléaire, aujourd'hui c'est 75% du mix électrique français, on va passer à 50%. Cette décision a été prise par François Hollande parce qu'il a fait une concession aux Verts pour récupérer leur voix. Donc on a basé une décision technologique, mais d'ampleur, mais immense, on parle de centrales nucléaires quand même, sur une tractation politique. C'est moisi comme façon de prendre des décisions en démocratie quand même. Ça ne devrait pas être possible de faire ce genre de décision. On ne devrait pas pouvoir. Donc à un moment donné, on devrait effectivement là se reposer. Je ne sais pas s'il faut avoir un grand débat, je ne sais pas si c'est sur le nucléaire, on pourrait prendre d'autres exemples, mais éviter de tomber dans ces travers-là. Voilà, et prenez les gilets jaunes, je termine là-dessus, promis. La décision de taxer l'essence pour les gilets jaunes, donc des décisions complètement technocratiques, descendantes, catastrophe, tout le monde l'a vu. Cette décision-là, si on avait mis, 10 citoyens tirés au sort dans une salle, je peux vous assurer qu'ils n'auraient jamais pris une décision aussi bête. C'est pas possible. Aucun Français, normal, représentatif, de façon mini-publique de la société, n'aurait pu prendre une décision comme ça, parce que les gens prennent leur bagnole le matin. C'est pas possible. Donc là, prendre une décision comme ça plus démocratiquement, interroger le local, avoir des stratégies peut-être un peu plus concertées, c'est une évidence. C'est même hallucinant, j'ai envie de dire, qu'on en soit arrivé à ce niveau d'innovation, de complexité scientifique, technologique, et d'avoir si peu de conscience de la façon dont les décisions techniques ont des impacts sur la société. C'est être bête, en fait, du point de vue de l'innovation démocratique. On a un décalage absolu entre la façon dont on s'organise et ce qu'on fabrique. Donc oui, ça vaut le coup de prendre du temps, parce qu'on en gagne après. Il a mis un peu de temps à se chauffer, mais une fois qu'il est chauffé, il est parti. J'ai une petite blague qui peut servir aussi, parce que comme on est en fin de soirée, j'ai été élu dans le temps, élu local dans le temps, et la femme du maire était femme d'un énarque, et elle me dit qu'elle pose la question suivante: quelle différence y a-t-il entre un énarque et le TGV? Quand le TGV déraille, il s'arrête. Ah bah donc c'est parfait. On connaît bien le sujet. Mais alors, donc, juste pour revenir sur cette histoire du RGPD, parce qu'effectivement, le RGPD, c'est une régulation, mais qui a abouti à quoi finalement? Parce que si on va dans la rue et qu'on demande aux gens s'ils sont contents de cliquer à chaque fois qu'ils vont sur un site, qu'ils acceptent tous les cookies, et que oui, ils le font, et que maintenant, ce serait bien qu'on arrête de me poser la question. C'est ça le progrès d'une régulation? En revanche, je pense que ce qui est intéressant, il y a peut-être des recherches à faire plutôt pour voir comment, dans les entreprises, ça a modifié leur manière de faire ou de décider de choix technologiques. Et alors, là, c'est plus des intuitions, mais pour en avoir parlé à plusieurs personnes qui font du conseil en fait dans ce domaine, ils remarquent une certaine frilosité, on va dire, sur certains projets techniques où maintenant il y a toujours le DSI qui arrive et qui fait attention RGPD, et en fait même si votre projet il est RGPD proof, en fait tout le monde va dire oulala non mais en fait trop
il y a trop de risques et finalement les projets soit mettent plus de temps à être pris, soit sont même carrément abandonnés parce que enjeux réputationnels, enfin bref, du coup on va dire que c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas ça permet de rajouter un peu de temps long comme on disait, et sinon ça me fait penser à juste des associations comme par exemple la Quadrature du Net. Pour eux c'est un vrai levier pour arrêter des projets pour le coup carrément liberticides où ils rentrent sans nappant par exemple aux drones notamment qui ont été déployés pendant la période du confinement, et ils gagnent des procès là-dessus, et eux ils le prennent alors pour le coup d'un point de vue bêtement juridique de non-respect, et voilà, et c'est une arme qui est efficace juridiquement aujourd'hui, et donc en ils ont fait payer 50 millions d'euros alors, à Google, c'est pas grand-chose pour Google l'année dernière quand même, parce qu'ils les ont retoqués sur le RGPD. Donc là, les popines, c'est ce qu'on voit nous, hein, mais derrière, le RGPD, il y a quand même toute une mécanique qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données, on ne fait pas transiter les données d'une plateforme à une autre, on est censé obtenir un consentement éclairé de la part du consommateur. Donc bon, c'est quand même des avancées, mine de rien, même si c'est des popines ou des j'accepte qui ne sont pas toujours très légaux, d'ailleurs. Il crée les conditions de la réflexivité, en fait. C'est ce qui est important, c'est ça, c'est que, comme tu disais, c'est que à un moment donné, on se pose la question qu'on ne se posait pas avant. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, allez, la solution là, c'est la bonne, on la prend parce que tout le monde la prend et c'est ça qu'il faut, et on ne se pose pas de questions sur le pourquoi, le comment, les conséquences, etc. Là, on a un cliquet qui dit, est-ce qu'on peut y aller ou pas, finalement. Et ça c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Et le RGPD fait des petits. Hein. Il y a un RGPD qui naît en Californie. J'ai lu récemment que la Chine s'interrogeait sur un RGPD. Alors, j'y crois pas trop, mais voilà. Donc c'est des régulations qui ont des effets culturels en fait. Et ça c'est bien parce que on dit toujours que c'est l'Europe seule qui régule, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais quand c'est le cas, c'est pas forcément pour le plus mal. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que là maintenant, toute personne qui utilise Internet, quand elle se rend sur un site, elle voit il y a un message qui lui dit vous allez générer des données. Et finalement, on est dans l'éducation populaire qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est que là maintenant, il y a cette conscience, cette prise de conscience que finalement, quand on navigue sur Internet, quand on utilise une application, on génère des données. Et ces données-là, elles sont exploitées. C'est un début. Ils ont l'information, voilà. Mais ils ont l'information mais c'est pas pour autant qu'ils fabriquent de la connaissance et ça transforme leurs actes. Il y a encore 2 étapes qui manquent, mais n'empêche que c'est déjà ça. Donc ils ont l'info que leurs données elles ont, et donc ils ont ce pouvoir-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est justement se servir de ça pour que mais oui, on m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe de plus ? Et oui, mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est là où il y a tout le travail qu'on doit faire tous pour continuer ce chemin-là et pas simplement en rester là. Ok. Est-ce qu'on a encore une question parmi notre public ? Allez-y. Oui, dans l'idée de démocratie face, a fortiori, ce sera plutôt par rapport aux grosses plateformes. Est-ce que vous pensez que les conditions du débat en tant que citoyen sont bonnes quand on prend en compte le fait que justement une partie des grosses GAFA, leur fonds de commerce, c'est la manipulation? Est-ce qu'en gros on peut arriver à débattre correctement, mais de manière globale dans les populations, pas qu'une partie de la population comme nous, en sachant que est-ce qu'on peut le faire sans les neutraliser entre guillemets, c'est-à-dire sans les faire disparaître ou sans bloquer leurs algorithmes qui tendent à manipuler la population, quoi. Vous parlez des plateformes plutôt Google, Facebook, Google, Foodora, Uber, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais, est-ce que votre question, c'est plutôt de dire, est-ce qu'on peut en parler dans un débat où elle serait périphérique, ou est-ce que finalement, votre question, c'est de dire que le débat tel qu'il est posé aujourd'hui, il est déjà vicié par les algorithmes de ces réseaux sociaux? En gros, là on est tous au fait de ces questions du fait qu'on est manipulé. Enfin, voilà, on a vu le documentaire sur Netflix aussi, ou alors des petits docus comme Dopamine sur Arte qui montrent qu'on est manipulé par tout ça. Et même en le sachant, je pense qu'il y a une partie de nous qui utilise encore ces services. Ouais. Et alors pour des gens qui ne sont même pas au fait de ça et qui simplement sont juste manipulés au quotidien, mais sans trop le savoir par ces réseaux sociaux, pas forcément que pour le côté pub, mais par le côté politique, ou comme dit, des mouvements politiques qui peuvent arriver sur Facebook, des groupes. Moi, je ne suis pas trop sur Facebook, mais
Mais est-ce qu'on peut avoir un débat, posé, quoi, un débat posé, de bonne qualité, en ayant ces mastodontes de la manipulation et qui ne maîtrisent pas forcément tout ce qu'ils manipulent, enfin, qui... Alors ça, effectivement, ça c'est... Je crois qu'aujourd'hui, les conditions du débat sont quand même un peu plus là qu'avant. Le fait que le documentaire de Netflix soit sorti et été vu, soit vu, c'est quand même une bonne nouvelle en termes de vulgarisation. Après, il a des conclusions qui peuvent se discuter, parce qu'on n'est pas forcément que manipulé par les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus complexe que ça. Les réseaux sociaux s'inscrivent dans tout un tas de trucs qui existent déjà. Et puis les réponses qui sont données par notamment Tristan Harris sont toujours des réponses d'hommes blancs, quarantenaires, donc c'est un petit peu problématique aussi. Oui, mais c'est peut-être plutôt juste pour les... je me permets juste par rapport aux phénomènes sociaux qui se passent du fait de ces plateformes-là. Même en dehors de la manipulation qui fait qu'on va nous faire acheter, je sais pas, un tuyau d'arrosage ou autre, ces phénomènes sociaux n'existent souvent, enfin j'ai assez l'impression que j'ai, que du fait des algorithmes. Et ça fait vivre le politique au sens large. Vous pouvez donner un exemple de phénomène social ? Je sais pas trop dire, mais... Le massacre des Rohingyas, des choses comme ça Non, enfin, j'imagine que les gilets jaunes, par exemple, qu'on soit, je sais pas, pour ou contre, ça s'est passé, ça se serait passé différemment d'un point de vue phénomène social si les algorithmes de Facebook étaient différents. Enfin, j'imagine. Oui, sans doute, mais on ne peut pas savoir, en fait. Malheureusement, parce qu'on n'a pas l'autre option de sans Facebook. Enfin, vas-y, elle, je sais pas. Non, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais c'est peut-être pour éclairer. Heureusement, aujourd'hui, toute l'information ne passe quand même pas par ces plateformes. Et en fait, quand on parle de débat public, tout ne se passe pas là. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous. Tout le monde n'écoute pas non plus la radio. Les chaînes de télé, tout le monde ne va pas regarder les mêmes. Tout le monde ne va pas avoir les informations. Et de toute façon, c'est un peu ce côté de bulle de filtre qu'on retrouve et dire qui a été un peu critiqué dans le sens où les bulles de filtre qu'on a sur les réseaux, en fait, on les a aussi dans nos groupes sociaux et qu'on avait aussi avant. Enfin, bon, ça, c'est la socialisation où vous allez aussi être dans une zone de confort aussi informationnelle et vous allez rester là-dedans. Mais il me semble que précisément dans des logiques d'éducation populaire où vous allez vers les gens, typiquement, là, c'est ce que tu disais Samuel, aller dans les écoles, etc. C'est un bon moyen, j'allais dire, de sortir en fait de ces plateformes et d'éviter de faire seulement du contenu en espérant que les gens vont arriver dessus grâce aux algorithmes pour les conscientiser, mais passer par la petite porte ou bref par un autre moyen pour un moment rentrer dans... on parlait des sphères, les sphères sociales ou en tout cas pour changer leur représentation directement, quoi. J'ai juste une parenthèse, mais aujourd'hui la question que se pose la gauche américaine technocritique, je pense notamment à travers la personne de Morozov, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là qui existent quand même, dans lesquels il y a plein de trucs cool dans Facebook. Moi j'habite à Pantin, à côté de Paris, il y a un groupe Facebook qui regroupe plein de gens, ça s'appelle Pantin Family. C'est efficace en fait. Alors, c'est pas parfait, ça part un petit peu en cacahuète des fois, mais ça marche assez bien en fait. Donc Facebook, c'est pas tout à fait de la merde quand même. Et la question c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir ce réseau-là qui serait pas celui-là ? Est-ce qu'il faut le quitter ? Mais pour aller où ? Est-ce qu'il faut faire en sorte que Facebook, parce que Facebook est la cible de toute la Silicon Valley en fait, ils ont tous peur de se faire cramer, donc ils essaient de sacrifier Facebook en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Est-ce qu'il faut que Facebook soit mis, je sais pas, est-ce que ça peut devenir une coopérative ? C'est des questions un peu cons qu'il faut se reposer. Est-ce que demain péter Google en 10, ça changera quoi que ce soit ? C'est ce que se demande Morozov et personne n'a la réponse. Si c'est pour avoir Google d'un côté et puis la filiale Calico qui fait de la santé et que tout ça soit plus sous Alphabet, mais est-ce que ça changerait fondamentalement le truc ? Est-ce qu'il ne faut pas que Google soit, je sais pas, sous le contrôle de l'ONU ? Vous avez des questions comme ça qu'en fait, à qui appartiennent les données personnelles ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se dise donner un autre statut aux données ? Alors je vous conseille d'aller lire quelqu'un qui s'appelle Lionel Morel et qui parle de penser les données de façon collective. Parce que quand vous cliquez sur quelque chose, c'est vous que vous cliquez, mais vous cliquez sur un post de quelqu'un d'autre. Donc Facebook a de l'info sur vous et cette personne grâce à votre clic. Donc à qui est le clic ? D'où vient la donnée ? En fait, la donnée, c'est toujours une donnée relationnelle. Ouais. Donc on arrive aujourd'hui dans ces questions qui nous amènent à penser qu'est-ce qu'une plateforme qui ne soit pas vérolée par des business models complètement, je ne sais pas quel est le mot, complètement moisi, quoi, complètement... comment on dit Olivier Herschel, des business models pervertis. Ouais, voilà, peu importe. Vous pointez un peu le doigt dans la question à laquelle on est un peu tous, en fait, tout simplement. Donc c'est difficile d'avoir une réponse. Non, mais effectivement, cette question de la polarisation comme conséquence,
c'est pas by design, mais en tout cas, Le mot, c'était toxique. voilà, toxique, ouais. Elle se pose effectivement, mais pour reprendre un petit peu l'exemple sur les gilets jaunes, certes, les gilets jaunes ont massivement utilisé Facebook dans leur structuration, mais à l'intérieur des groupes Facebook, il y a eu d'intéressants phénomènes politiques à observer quand même. Parce que pour un mouvement qui est parti, certes, d'une grosse connerie et d'une sorte de défense sur le prix de l'essence, ça a évolué vers un mouvement qui voulait plus de démocratie directe. Et aujourd'hui, ce qui reste en tout cas des Gilets jaunes, c'est la revendication d'une démocratie directe. Et dans les groupes Facebook, en tout cas pour ceux qu'on a observés, nous, et qu'on a suivis de près en Alsace, au départ, il y avait des positions extrêmement droitardes, très complotistes, revanchardes, Front National, etc., dans les groupes des Gilets jaunes. Et ça, ils ont majoritairement évolué vers des discussions. Et les gens qui postaient des trucs limite fascistes se sont fait gicler dans les groupes des Gilets jaunes. Donc c'est pour ça, pour dire que pourquoi je dis cet exemple, c'est que même à l'intérieur d'un outil aussi polarisant que Facebook, il y a quand même eu des mécanismes, des régulations, y compris à l'intérieur de groupes auto-constitués qui avaient Facebook et clairement comme une sorte d'horizon indépassable pour toute leur organisation. Puis il y a aussi je crois qu'il y a la plateforme et sa non-neutralité, elle a ses intentions, il y a un certain nombre de choses qui sont implantées dedans, mais il y a aussi ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite en faire? C'est-à-dire que, comme tu le disais, la plateforme peut être un lieu, avec malgré ses défauts, un lieu de rencontre. On a toujours cet aspect double, c'est-à-dire que c'est chouette Facebook pour beaucoup de choses. On peut garder des contacts, on peut échanger de l'info. Quand tu es chercheur, tu peux échanger plein de trucs avec des gens que tu as dans ton... Donc il y a une puissance et une immédiateté dans l'échange qui est riche. Puis en même temps, il y a le côté qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre pour pouvoir rester dans la zone d'usage, qui fait qu'on l'utilise en fonction de ce qu'on souhaite en faire et non pas en fonction de ce qu'on aimerait qu'on en fasse. Et c'est là, encore une fois, que le processus de compréhension du pourquoi, c'est-à-dire que Facebook n'est pas neutre, mais aucun n'est neutre. Et si j'ai conscience qu'à un moment donné, il y a des intentions qui sont autres que les miennes, qui vont m'amener à plutôt me pousser cette information plutôt que celle-ci, si j'ai conscience de ça, je ne dis pas que je vais pouvoir contrer Facebook, mais je vais plutôt, moi, adapter mes usages en fonction de ce que je souhaite faire. Et donc, c'est toujours se ramener à ce qu'on est, finalement, nos propres intentions et ne pas confier à la machine notre capacité à décider. On retrouve ça... Ou de ne pas décider. Ouais. Ou de ne pas décider. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on voit fleurir, enfin moi j'ai l'impression d'en voir une par semaine, c'est des chartes personnelles d'utilisation des réseaux sociaux. On voit ça de plus en plus en fait, où les gens disent, bon ben voilà, sur les réseaux sociaux, je ne commenterai pas sur un sujet que je ne connais pas, ou alors je ne retweeterai pas si j'ai pas vraiment lu l'article dont il est question. C'est Guillaume Champeau qui a fait ça. ça. Guillaume Champeau en a fait particulièrement bien fait. Assez intense. Mais effectivement, moi, après avoir vu le documentaire, je me suis fait ma petite charte à moi, qui est que je laisse plus Facebook en tâche de fond me fournir une information, etc. Désinstaller l'appli. Moi, j'avais fait ça, mais elle est revenue par la porte. Je sais pas comment. Déjà, toute connecté seule. par le web, parce que tu te connectes par le web, tu te connectes et tu te déconnectes. Oh, pardon, c'est vrai. Déconnecté par le web, tu te connectes et tu te déconnectes. L'appli, elle est toujours là sur ton téléphone ou ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. On va être... Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est bon, on a répondu à tout. Alors, il va être temps de se dire au revoir, n'est-ce pas, puisque nous avons un couvre-feu. C'est vraiment une époque guerrière, une drôle d'époque. Mais effectivement, merci à tous d'avoir bravé ces contraintes sanitaires
répétitive et cumulative. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je pense qu'il doit y en avoir qui sont rajoutés en ce moment même. Ah oui. Donc, nous allons bien conclure. Merci Irénée Regnault, vous pouvez les applaudir. Merci Samuel Nowakowski, merci Yael Benayoun. Merci à tous. Je rappelle Merci beaucoup. les 2 ouvrages. Technologie partout, démocratie nulle part, donc chez FIP Édition. Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Très documenté, un petit peu flippant par moment, mais ça se termine bien. Ça se termine bien. Voilà, ça se termine pas. Et en tout cas, il y a des notes positives. Demain est-il ailleurs, aussi chez FIP Édition. Donc là, une odyssée urbaine. Pardon, très intéressant parce qu'effectivement, on rentre dans ces questions par l'expérience et le vécu. Donc c'est assez formidable et très agréable à lire. Voilà, merci à tous et à bientôt Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour un prochain épisode si on arrive à l'organiser. Si on va pas en Au prison, revoir. parce que là, on est peut-être hors la loi maintenant. En fait, vous devriez être chez vous. Au revoir à tous.